Le point, c'est pas la question de M. Saad al-Hariri. La question, c'est la question de la majorité parlementaire. Parce qu'en fin de compte, n'importe quel Premier ministre, il ne peut rien faire sans la majorité parlementaire. Donc, M. Hariri est ligoté par une majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire est telle qu'elle est, telle que vous la connaissez. C'est une majorité faite de Hezbollah, de Amal, c'est-à-dire le parti de M. Berré, et puis le parti de M. Aoun. Or, ce tripartite, il a été essayé depuis au moins 4 ans, directement, avec un président de la République, avec un speaker de la Chambre, et avec une majorité même dans le cabinet et dans le Parlement. Et il a été aussi majoritaire quand il était minoritaire les 4 années avant le mandat de président. Donc ça fait 10 ans que cette tripartite est en train d'influencer le géopolitique libanais et surtout l'administration de l'État. Et voilà, on voit là les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer avec le même trio? C'est pour cela qu'on n'a pas nommé, qu'on n'a pas désigné, nous, comme force libanaise, M. Hariri. C'est à cause de tout le schéma. Ce n'est pas un schéma partiel, ça a à faire avec la majorité parlementaire, plutôt qu'au nom du Premier ministre. Contrairement à votre avis, contrairement à votre évaluation, je crois qu'il y avait beaucoup de choses, qu'il y avait quelque chose de naturel dans l'action de M. Macron. Je me rappelle très bien du proverbe français qui dit « En bas ma mère, je cours », sans toutefois connaître peut-être la balance des forces ou qui est en charge ou qui est en jeu, qu'est-ce qu'il y a en jeu. Donc je vois l'action de M. Macron de la sorte. C'était une réaction à la misère libanaise, surtout après l'explosion du port du 4 août dernier. Maintenant, au niveau personnel, ça s'est très bien passé. Au niveau global, au niveau personnel, c'est-à-dire l'échange a été fructueux et on a beaucoup discuté de beaucoup de points et de détails sur la situation libanaise. Alors, concernant l'action globale, il y a aussi des joueurs au Liban. Il y a d'autres partis, d'autres éléments qui ont dit oui, mais effectivement, qui ne veulent pas que l'initiative française avance. C'est pour cela que l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative Macron ou l'initiative plus correctement française, n'a pas abouti jusqu'ici. Surtout le duo. Il a dit oui. Et effectivement, le noyau de l'initiative française, c'est d'essayer de former un nouveau gouvernement. Parce que un gouvernement comme les autres, ça va aboutir au même résultat. Donc c'était ipso facto, c'est-à-dire sans toutefois le dire avec cette clarté. Et moi-même, je le dis avec clarté dans la grande réunion où Hezbollah était présent et tous les autres partis ont été présents, c'est-à-dire l'initiative française, qu'on doit former un nouveau gouvernement. Et vraiment un nouveau gouvernement. Une fois qu'on s'est lancé dans la formation du gouvernement avec M. Mostafa Adib, le duo a changé d'avis et il a voulu garder les mêmes portfolios, ça c'est un problème à lui-même, et nommer les ministres, et c'est un grand problème, parce que garder les mêmes portfolios et nommer les ministres, c'est-à-dire que M. Bassil doit faire la même chose, ce qui se passe pour le moment libanaise, oui c'est ça, le parti du président Aoun, et les autres vont faire de la même manière, la même chose, et on va aboutir au même gouvernement qu'on avait avant la révolution populaire du 17 octobre 2019. Aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, des Libanais peuvent s'exprimer librement là où ils ne pouvaient pas le faire avant, en disant que le Hezbollah est un État dans l'État, c'est l'État profond, qu'il contrôle tout. Tout le temps on le disait, à vrai dire. Vous l'avez vous-même dit, je m'en souviens, en 2008, quand on s'est rencontrés. Et en 2005, et en 2007, et en 2009, et en 2013, ça c'est une comme on dit, observation empirique. Ça c'est des intérêts économiques plutôt tactiques et pas stratégiques.
Bien sûr, l'Iran c'est un grand pays, le Liban c'est un très petit pays, mais il y a autre chose que les intérêts économiques dans cette vie. Et parfois, par exemple, je donne une autre similitude. Par exemple, est-ce que les intérêts économiques stratégiques des États-Unis ne sont pas plutôt avec les Arabes qu'avec les Israéliens? Oui, mais quand même, il y a d'autres relations entre les États-Unis et Israël. C'est le cas entre la France et le Liban. À mon avis, à aucun moment, les relations entre la France et le Liban étaient simplement des relations politiques, ou simplement des relations économiques, ou simplement des relations stratégiques. Toujours il y avait quelque chose au-delà. Je ne sais pas m'exprimer plus profondément, ça nécessite des heures. Saint-Louis, qui a promis la protection au prince d'Orient, Louis XIV, le général de Gaulle. À vrai dire, il y a toute une histoire. Absolument. Et il y a de la conscience collective. Partout où je vais en France, par exemple, en tant que touriste, tout le monde connaît le Liban et ils connaissent beaucoup. Et sa cuisine. Pour le Liban. Et sa cuisine. C'est la moindre des choses. Non, ils connaissent des Libanais. Donc, il y a ça. Il n'y a pas simplement des intérêts économiques. Alors qu'au Liban, aussi la France, elle a des intérêts économiques, même que si, pour le moment, ils ne sont pas dans leur très grande amplitude. N'oubliez pas que, malgré tout, malgré les intérêts économiques, malgré tout, la France fait partie de ce qu'on appelle le monde libre. Et le Liban fait partie de ce qu'on appelle le monde libre. Surtout dans ce Moyen-Orient, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont dans le monde libre. Faisons la part des choses. Donc, il y a tout ça en jeu. Vous ne pouvez pas centrer la chose simplement sur quelques intérêts économiques que la France a pour le moment avec l'Iran. Ça, je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est une affaire française intérieure. Pour moi, la France peut être le pays le plus voisin du Liban, le pays le plus proche du Liban. Si on peut dire, le Liban c'est l'alter ego de la France au Moyen-Orient. Donc il y a tout ça en jeu. Ça c'est très normal. Dans chaque, disons, c'était pas une révolution au Liban, c'était plutôt ce qu'on appelle en anglais un uprising, c'est-à-dire c'était plutôt un mouvement populaire. Dans chaque mouvement populaire, il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup d'idées, il y a plein de gens. Il y avait un thème principal pour ce mouvement, ce soulèvement populaire, c'était la situation économique du pays. Donc c'était ce volet social qui était le point de mire de cette révolution, de ce mouvement. Alors, donc on avait tout le monde là-dessus, à l'intérieur. On avait depuis les communistes jusqu'à les nationalistes arabes et les autres au milieu. Donc il y a quelques-uns qui sont contre Samir Jaja, les autres qui sont contre ceci ou contre cela, et parfois ils disent haut leurs idées. Il y a maintenant un nouveau télé au Liban qui s'appelle la télévision de la révolution. Donc, la première chose que cette télévision a fait, elle a redoré le blason d'un des seigneurs de la classe gouvernante, et Saura TV, par exemple. Donc c'est la pagaille en ce qui concerne, c'est la pagaille, c'est pas en ce qui concerne la révolution. Vous voyez, M. Nicolian, vous voyez, la révolution est dans le cœur de chaque Libanais, à mon avis. Ceux qui sautent dans la rue, on ne peut pas savoir qui sont ceux. C'est autre chose. Vous ne pouvez pas prendre ce qui se passe dans la rue pour essayer de tisser une vraie histoire de ce qui se passe au Liban, ou une vraie image de la situation, ou de savoir l'état des lieux. Ce qui se passe dans la rue est une chose, ce qui se passe dans le cœur des Libanais, c'est autre chose. En fin de compte, Par exemple, nous, Force libanaise, nous sommes peut-être le seul parti
qui appelle pour des élections anticipées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on connaît très bien que la masse populaire, la majorité de la masse populaire est avec nous. C'est pour cela qu'on appelle pour des élections anticipées. Alors que pour les autres, même pour quelques-uns qui se disent Saoura, qui se disent un mouvement populaire, ils n'osent pas ou ils ne veulent pas avoir des élections anticipées. Donc ça, c'est un mélange de sous-groupes, de groupuscules, des gens frustrés. Vous voyez, dans chaque révolution, dans chaque souvent populaire, il y a les anarchistes, il y a les nihilistes, il y a les frustrés et il y a les vrais gens. Dans ces temps-ci, les vrais gens sont dans leur maison. Les autres dans les rues se posent la question. Il y a aussi dans les révolutionnaires des vrais patriotes qui aiment leur pays. Exactement. Ça, c'était le cas entre le 17 octobre 2019 et 3, 4, 5 mois après. 17 octobre. Mais après ça, on n'a rien vu. Même si on voit quelqu'un dans les rues maintenant, c'est des gens marginaux, c'est quelques-uns, c'est pas la Saoura, c'est pas la Intifada. Avec ou sans notre appui, Michel Aoun ou un autre Michel Aoun allait s'installer à Babda. Donc ça, je le dis pour l'histoire. Enfin, ça nécessite à lui-même tout un livre. Le Liban, c'est une société pluraliste. Chaque société elle a sa propre logique. Donc pourquoi ne pas aller vers un suffrage universel en Suisse, par exemple, parce que c'est une société pluraliste, alors qu'en France, c'est la norme d'aller vers un suffrage universel. Le suffrage universel au Liban, c'est un suffrage à l'intérieur des communautés libanaises. Il y a quelque chose dans la Constitution, il y a d'autres choses qui ne sont pas dans la Constitution, mais à vrai dire, ce n'est pas un système confessionnel plutôt qu'un système pluraliste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc c'est un système pluraliste parce que le Liban est pluraliste. Okay. Puisque vous aimez tellement votre pays, comment pensez-vous servir tous les Libanais? Êtes-vous prêt à servir les Libanais en vous présentant vous-même, pourquoi pas, comme futur président de la République libanaise? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis prêt à servir là où je peux servir. D'accord? Nous étions avec le docteur Samir Jaja, président du bloc parlementaire des forces libanaises.